Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Nous sommes vraiment très heureux de passer cette semaine avec vous, si particulière. Alors, entre Noël et Jour de l'An, nous faisons le compte des vraies voix qui sont encore en forme, opérationnelles. Et je peux vous dire que pour prendre la place, il n'y a pas de problème avec le président fondateur du think tank Place de la République, Nicolas Corato. Il est là. Bonsoir Frédéric, sur le pont. Sur le pont, il est là. Et je commence par les hommes et maintenant nous avons les femmes. C'est assez rare que dans les vraies voix, nous ayons des vraies voix plus féminines que masculines. Je le dis parce que je défends aussi l'équilibre à ma manière. Et toc. Alors, je commence par Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteure de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Bonsoir Madi. Bonsoir. En forme ? Très en forme. Ouais, on dirait. Et puis Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris, qui n'hésitera pas à nous découper évidemment dans les débats, ça c'est sûr. Non, j'aimerais savoir en forme de quoi. Très bien, voilà. Bon, vous avez compris, chers amis auditeurs de Sud Radio, qu'ils sont remontés et qu'ensemble nous allons aborder des thèmes une nouvelle fois assez forts aujourd'hui. La violence de la situation nous pousse inévitablement à l'excès. Ce père de famille avait blessé au couteau sa femme enceinte de 8 mois. Il est ressorti libre au prétexte qu'il présentait une pathologie psychiatrique. 4 ans plus tard, le jour de Noël, ses enfants et sa femme sont retrouvés assassinés par lui. Doit-on placer ces déséquilibrés en marge de la société ? D'où notre question. Faut-il supprimer l'irresponsabilité pénale des malades psychiatriques ? Vous réagissez sur le compte X, ex-Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez aussi au 0826 300 300 pour nous donner votre avis. Ce sera l'objet du grand débat de 17h30. Et puis à 17h40, l'association de consommateurs UFC Que Choisir dénonce les prix pratiqués car certains professionnels de l'hôtellerie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 augmenteraient de 200%. Ça valait bien le coup de projecteur à 18h40, donc hashtag Paris 2024, hashtag hébergement, hashtag hausse des prix. Comprenez-vous l'excès des tarifs des hôteliers pour les prochains Jeux Olympiques ? J'aurais pu également vous poser la question, n'avez-vous pas honte pour l'image de notre pays ? Nous en reparlerons, même chose, vous nous appelez et on en discute. On en discute au 0826 300 300 et on ne perd pas les habitudes du jour d'ailleurs. Oui, bonjour, Jean-Paul à Draguignan. Eh bien, écoutez, je voudrais dire que je ne fais confiance en rien à l'État pour enrayer le trafic de drogue. Je dirais même qu'au contraire, ça va perdurer et ça va s'amplifier. La justice ne soutient pas la police. Tout leur travail est banalisé et ne sert à rien à rapport de cette justice qui est d'un laxisme extraordinaire. Et on peut se demander même pourquoi, s'interroger pourquoi ce laxisme quand on voit tout ce qui se passe dans notre pays tous les jours. Donc je n'ai aucune confiance en ce que fait le gouvernement. Voilà, merci et une bonne semaine à tous. Merci donc Jean-Paul de Draguignan qui a réagi depuis le Var sur le 0826 300 300. On commence toujours l'émission des vraies voix comme ça sur Sud Radio et ça incite un peu nos vraies voix à réagir. Quand Jean-Paul dit ça, je me dis qu'il y a quand même une succession de choses. Madi Saïdi, là il y a eu l'histoire de l'avion qui s'est arrêté à Vatry. On se demande pourquoi. Bilan de l'opération, il y a 25 personnes en situation irrégulière qui ressortent. Ils n'avaient rien demandé, elles allaient au Nicaragua, on les prend. Enfin bon, bref, on reparlera bien sûr de cette histoire du débat là avec l'irresponsabilité pénale. C'est vrai que moi je comprends la réaction des gens comme Jean-Paul qui disent on n'y est pas quoi. Eh bien, quand on regarde tout ce qui se passe depuis quelques années dans ce pays et qu'on voit qu'à chaque fois, je pense aux émeutes dernièrement, là, il y a effectivement la question de Vatry, mais il y en a tellement d'autres où à chaque fois, on s'attend à une sanction, il n'y en a pas. Eh ben, c'est vrai qu'on peut se poser de la question, en tout cas de l'efficacité ou d'une espèce de laxisme de la justice. Mais il faut savoir que concernant Vatry en particulier, depuis quelques années en France, il n'y a plus de délit du fait d'être en France de manière illégale. Il faut savoir que François Hollande l'a supprimé. Donc de fait, ces gens-là sont libérés, ils peuvent se balader comme ils le veulent. Donc effectivement, on a un vrai problème avec la justice dans notre pays. C'est ça Nicolas Corato aussi, c'est-à-dire qu'on peut taper sur la justice, mais ils ne font finalement a priori qu'appliquer les lois. Oui, des lois qui sont de moins en moins laxistes, des lois qui sont de plus en plus sévères. On a un arsenal pénal comparé à nos voisins européens qui est beaucoup plus sévère.
les lois françaises ne sont pas plus laxistes que les lois allemandes ou que les lois espagnoles ou que les lois italiennes. Au contraire, selon tous les spécialistes, elles le sont plus. Et les juges français, contrairement à ce que j'entends ici ou là, ne condamnent pas moins que leurs homologues européens, ils condamnent même plus. La question, c'est donc qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est avec des lois, et des lois de plus en plus sévères, elles le sont concrètement, qu'on arrange la situation de la délinquance dans les pays. La délinquance, ça se traite comment ? Ça se traite avec des moyens humains sur le terrain, des policiers, des enquêteurs à tous les niveaux, pas simplement dans les équipes de police. Je pense aussi au rôle des douanes, au rôle des gens à Bercy, au contrôle, aux inspecteurs des finances. Tout ça, c'est pour démanteler des réseaux, c'est absolument capital. Et puis ça se traite aussi avec de la prévention, de l'éducation, de l'accompagnement. Et puis ça se traite aussi avec un traitement social. La délinquance, ça se nourrit aussi parfois de misère. Vous parliez de Vatry. Ce sont des gens qui sont menacés dans cet avion. C'est des gens qui sont coupables et qui sont victimes, qui sont plus victimes que coupables. Ils sont victimes de traite d'humains. Nicolas, il n'était même pas censé atterrir en France. Oui. C'est quelqu'un qui a envoyé un appel. Tiens, je me retourne vers Véronique Langlais. Et on a vous avez notre compris droit, ce qui s'est passé, vous, Véronique ? Moi, j'ai rien compris. Ah non, justement, j'ai rien compris non plus. J'ai bien compris qu'il y avait 25 personnes finalement qui étaient restées sur notre territoire, qui n'étaient pas du tout prévues. Ça, je l'ai compris. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions aussi par rapport à ça. C'est facile, Fred, de dénoncer, d'annoncer tel avion et se retrouve avec des personnes qui sont vraisemblablement... Parce que ça peut être très bien un complice qui dit tiens, je les appelle, ils vont vous arrêter et vous sauvez, quoi. Mais oui. Bien évidemment. Et là, on est piégé, Nicolas. Je sais que c'est pas dans votre esprit, mais quand même. Non, enfin, moi, il faut connaître. Il y aura une enquête parce que l'histoire a l'air quand même assez complexe. Mais d'après ce qu'on comprend à première vue, cet avion n'était pas effectivement censé atterrir en France. Il a atterri en France parce que les autorités françaises ont été alertées par d'autres services que cet avion manifestement était suffisamment suspect pour contenir des êtres humains qui étaient involontairement à bord pour faire l'objet d'un trafic entre deux pays. Donc ça me semble pas complètement délirant et même plutôt positif pour les valeurs que porte la France, effectivement, de porter secours à des gens qui sont dans un avion, peut-être contre leur plein gré. Ça, il faudra que l'enquête, encore une fois, le démontre. Peut-être pas la loi. Oui, on leur a vraiment porté secours, qu'on les a renvoyés là d'où ils viennent, ils sont peut-être pas là-bas en sécurité. Oui, c'est quand même particulier comme situation. Ouais. Alors, vous voyez, merci donc à Jean-Paul de Draguignan de nous avoir laissé ce message. On continue au 0826 300 300 et on va, alors cette fois-ci on est à Paris, c'est Guy, c'est ça qui est avec nous ? Oui, bonjour Sud Radio, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, c'est bien, ça fait à l'ancienne ça. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'adore. Et paraît-il, on ne dit plus bonjour mademoiselle, mais avant les présentateurs disaient mademoiselle, mesdames, messieurs et tout ça. Guy, tout va bien ? Oui, ça va, je vous en remercie. Nous allons passer de bonnes fêtes de vous aussi. Oui, on n'arrête pas, vous voyez, on a pris les commandes, on est là et tout. Et vous passez cette émission avec nous, vous êtes l'auditeur de Sud Radio du jour, vous connaissez maintenant le principe de cette semaine. Nous revenons sur les événements de 2023 et les vraies voix, et vous-même Guy allez choisir un événement de ces 5 que je vous propose. Dans un premier temps, c'est vous qui avez la main, Guy, c'est parti, on se souvient. Le 10 janvier, la première ministre Elisabeth Borne présente une réforme prévoyant un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à l'horizon 2030. Très impopulaire, elle donne lieu à une mobilisation de plus de 3 mois avec des défilés dépassant 3 fois 1,2 million de personnes. Deuxième événement, le 6 octobre, l'Iranienne Narges Mohammadi devient prix Nobel de la paix pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran. Madame Mohammadi a été arrêtée à plusieurs reprises. Actuellement, elle purge une longue peine de prison à Téhéran pour diffusion de propagande contre l'État. Troisième événement, violent tremblement de terre de magnitude 7 qui frappe le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre. Près de 3000 personnes périssent. La France est également touchée par un séisme le 16 juin. Un tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 touche le département des Deux-Sèvres. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer.
Un quatrième événement, Dominique Bernard, 57 ans, professeur de français au collège-lycée d'Arras, dans le Pas-de-Calais, poignardé à mort dans la cour par un ancien élève de l'établissement âgé de 20 ans, fiché pour radicalisation islamiste. 3 autres personnes sont blessées dans l'attentat. Et puis, 5e événement de cette année 2023, au cinéma, Barbie bat des records d'entrée avec 1,36 milliard de dollars de recettes depuis sa sortie en juillet 2023. Barbie est devenu le film le plus rentable de l'année au niveau mondial. Fin août, Barbie occupait toujours la tête du box-office français avec 5,3 millions d'entrées cumulées depuis sa sortie dans les salles le 19 juillet. Alors, ça a donné les idées donc à nos vraies voix qui replancheront tout à l'heure précisément à 18h30. Mais Guy, c'est à vous maintenant. Quel choix faites-vous ? Je choisis de défendre Madame Narges Mohammadi. Ah, ça c'est très important. Oui, nous vous écoutons. Allez-y. C'est une femme extraordinaire qui, depuis des dizaines d'années, se bagarre contre un pays complet, un gouvernement, et principalement contre la gouvernance religieuse, les mollahs, qui n'hésitent pas à tuer. On le voit, ils pendent à tout va. Voilà, et c'est formidable ce combat qu'elle a mené et qu'elle continue à mener, parce qu'étant emprisonnée, elle ne revient toujours pas sur ses décisions, sur les paroles qu'elle a prononcées, sur les écrits qu'elle a faits. Et d'autant, alors je le disais déjà en 2011, une première condamnation avec oui. Plaidoyer en faveur des militants des droits humains incarcérés. En 2015, nouvelle incarcération. Vous pensiez que j'avais buté sur le mot. Donc incarcération. C'est également son militantisme contre la peine de mort qui lui vaut cette nouvelle condamnation. Et puis encore aujourd'hui, je le disais. C'est-à-dire que c'est un combat d'une vie. Oui, et ça c'est formidable. Ça, c'est à saluer, cette femme seule contre le gouvernement et surtout contre les mollahs qui ont une très grande puissance en Iran. Et je trouve qu'on ne défend pas assez cette femme. On lui a donné effectivement le prix Nobel de la paix, mais ça n'est pas suffisant. L'Iran mériterait d'avoir des sanctions concernant son comportement à l'encontre des femmes. Ouais, très bon choix. Évidemment, je suis sûr que vous avez d'ailleurs frustré certaines de nos vraies voix qui le voulaient. Donc ils auront à choisir nos vraies voix sur les 4 autres. On en reparle en tous les cas tout à l'heure à 18h30. Guy, vous restez avec nous. Vous allez intervenir sur notre débat de 17h30, notamment sur l'irresponsabilité pénale. Vous réagissez au 0826 300 300. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous allez sur le compte X Twitter, vous répondez à la petite consultation. Nous sommes ensemble pendant 2 bonnes heures. Les vraies voix. André Berkoff vous souhaite de sublimes, d'intensives et de jouissives fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Vous êtes déjà sollicités, les auditeurs de Sud Radio, les vraies voix. Vous êtes aussi vraies voix, d'une certaine manière. N'oubliez pas, 17h30, le grand débat, #MO, #irresponsabilité pénale, #psychiatrie. Faut-il supprimer l'irresponsabilité pénale des malades psychiatriques? N'hésitez pas, donnez votre avis par téléphone et par réseaux sociaux. Nos 3 vraies voix ce soir sont Nicolas Corato, Madi Seidi et Véronique Langlais. Vous l'avez compris, ils sont en pleine forme. Pas de vacances pour eux, peut-être pas de vacances pour vous d'ailleurs non plus, les auditeurs de Sud Radio. C'est pour ça, on y va. Allez, les 3 mots de l'actu maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Il est avec nous depuis le début de semaine, même chose, il fait ses 15 jours de la période festive. Bonjour Louis de Kergorlet. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Alors, on vous retrouve pour les 3 mots de l'actu. Au sommaire de l'actu aujourd'hui, hommage, confession et cambriolage. C'est ça. Alors on va commencer donc avec les hommages à Jacques Delors, que beaucoup considèrent comme père de l'Europe, mais pas que, on y revient dans un instant. Ensuite, il a dit entendre des voix au moment de passer à l'acte. Le père de famille responsable de la tuerie de sa famille à Meaux en Seine-et-Marne est passé aux aveux, mais que risque-t-il? Réponse dans ce tour d'actu. Et enfin, la chanteuse Vita, puis le pâtissier Cyril Lignac, tous les 2 victimes de homejacking ces derniers jours. Le mode de cambriolage a décidément la cote ces derniers temps. Les vraies voix Sud Radio. Pour toute une génération, ça fait bizarre. Ça y est, il était pour beaucoup, c'est vrai, le père de l'Europe moderne. Jacques Delors s'est éteint hier à l'âge de 98 ans. Oui, et depuis, les hommages pleuvent de toutes parts pour saluer la carrière de l'homme politique. Emmanuel Macron a salué un inépuisable artisan de notre Europe.
Toute sa vie a été mise au service de la paix et de la solidarité européenne, a souligné la première ministre Elisabeth Borne. À droite, Éric Ciotti a salué la mémoire d'un défenseur d'une gestion saine et efficace de nos finances publiques, tandis que Xavier Bertrand a salué son passé de pilier de l'Europe. Puis à gauche, François Hollande a rendu hommage à celui qui cherchait une voie pour la social-démocratie et qui ne courait pas après les mandats. Car oui, une des caractéristiques de Jacques Delors, d'après ceux qui l'ont connu, c'est le fait qu'il se mettait modestement au service des Français. Une dévotion qui lui a valu une place dans les gouvernements de Jacques Chaban-Delmas et Pierre Mauroy. Une dévotion qui lui a même valu de refuser de se présenter à la présidentielle de 95. Ah oui, écoutez. Beaucoup le savent, je n'ai jamais organisé ma vie en fonction d'une carrière à réaliser ou de poste à conquérir. J'ai toujours essayé de choisir de travailler et de militer là où j'estimais être le plus utile pour les valeurs que je défends, pour la société et pour mon pays. Je vous le dis franchement, je ne souhaiterais pas, après avoir été élu, être obligé de cohabiter avec un gouvernement ne partageant pas mes orientations. J'aurais alors le sentiment d'avoir menti aux Français en leur ayant proposé un projet pour la France qui ne pourrait pas être mis en œuvre avec leur participation active. Hommage qui s'est poursuivi, bah oui, jusque ça vous présente un homme, ça. Hein, exactement, jusque dans la presse nationale et régionale où l'homme du Nord a fait la une de Libération, de La Croix ou encore de la Dépêche du Midi. Ces dernières années, il s'était fait beaucoup plus discret. On le retrouve dans une interview au Point en 2021 où il disait « Je n'ai pas de regrets, mais je ne dis pas que j'ai eu raison. J'avais un souci d'indépendance trop grand et je me sentais différent de ceux qui m'entouraient. Ma façon de faire de la politique n'était pas la même. » Louis, je profite de la présence parmi nos vraies voix d'un politologue, Nicolas Corato, sacré bonhomme ce Jacques Delors. Oui, sacré bonhomme. Et puis on a envie de dire, dans Jacques Delors, tout est bon, puisque de la gauche jusqu'à la droite, tout le monde trouve un moyen de se raccrocher à sa mémoire et à ses actions. C'est un homme politique rare. Je pense que c'est un homme politique aussi qui vient d'une génération qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Des gens qui s'étaient beaucoup forgés dans le syndicalisme, dans le monde associatif, avant que de venir au monde politique. Des gens guidés vraiment par leurs convictions avant que d'être guidés par uniquement leur projection. Et puis c'est aussi toute la social-démocratie qui est en deuil, cette même social-démocratie qui avant même le décès de Jacques Delors était déjà en état de mort cérébrale et qui se cherche aujourd'hui un nouveau guide et un nouveau souffle. C'est l'époque Jacques Delors, Michel Rocard notamment. Oui, c'était la grande époque de la social-démocratie en France mais aussi en Europe. Bon, allez, on continue les trois mots dans l'actu avec vous, Louis. Nouveau rebondissement donc dans l'affaire de la tuerie de Meaux. Le père de famille a été placé en garde à vue médicalisé après être passé aux aveux pour le massacre de toute sa famille. Oui, selon une source proche de l'enquête, il aurait entendu des voix lui demandant de faire du mal. Tout le défi désormais sera de déterminer à quel degré de conscience il a commis ses actes. C'est ce que nous expliquait ce matin sur notre antenne maître Nathalie Tomasini, avocate spécialisée au barreau de Paris. Ce qui est compliqué, c'est que même pour les psychiatres, ils n'arrivent pas à déterminer une limite exacte du passage de l'altération à celui de l'abolition du discernement. Ils ont une grille de lecture avec des maladies psychiatriques caractérisées qui font passer de l'altération à l'abolition du discernement. On sait que cet homme avait des troubles psychiatriques et psychotiques depuis très longtemps. Pour rappel, l'homme avait déjà bénéficié de circonstances atténuantes en 2019 pour avoir porté un coup de couteau à son épouse. Reste à savoir si les analyses psychiatriques aboutiront aux mêmes conclusions. D'après les résultats des autopsies pratiquées hier, la mère de 35 ans et ses fillettes de 10 et 7 ans ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau chacune, administrés avec une très grande violence, a précisé le procureur de Meaux dans une conférence de presse aujourd'hui. Les garçons de 4 ans et 9 mois sont décédés d'une asphyxie consécutive à une noyade, a-t-il ajouté. Le mode opératoire a été confirmé par le mis en cause lors des auditions. Et tout à l'heure à 17h30, nous ouvrons le débat avec vous, les auditeurs de Sud Radio, sur l'irresponsabilité pénale. Allez, on continue. La fin de l'année est parfois synonyme de cambriolage, Louis de Kergorlay, mais cette fois, les célébrités ne sont pas épargnées par le phénomène du homejacking. Oui, et la dernière touchée par cette vague est la chanteuse Vita. Mais il y a 2 jours, on se souvient d'une histoire similaire concernant le pâtissier Cyril Lignac. Et il y a 2 mois, l'animateur Bruno Guillon était aussi victime de ce nouveau type de cambriolage. Alors, quelle différence peut-on faire avec un cambriolage classique? Généralement, les cambrioleurs s'introduisent chez vous pour vous dérober. Mais la différence, c'est que désormais, les cambrioleurs s'en prennent directement aux personnes qui veulent voler. Cela prend souvent la forme d'une séquestration de la célébrité en question et puis de sa famille, si elle est présente. Écoutez ce qu'en disait Bruno Guillon au micro de RTL. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est même pas de la peur.
On sort de son corps, c'est une sidération. Je vois ma femme avec un pistolet sur la tempe. Je vois mon fils qui est menacé par deux gars. Et ils remontent toutes les 10 minutes en hurlant que s'il y a des trucs qu'on leur dit pas sur ce qui est caché dans la maison, ils vont tous nous tuer. Des modes d'action qui sont donc particulièrement violents. Les départements qui bordent Paris, la Petite Couronne, sont les plus touchés. Près de 75% des cambriolages classiques ont lieu en semaine, dont 86% en journée entre 14 et 18 heures, selon l'Observatoire de sécurité des données. Véronique Langlais, un mot, on se sent désarçonné chez soi et on sait qu'en plus il faut faire très attention en cas de réaction. Si par exemple on se défend, on peut être aussi condamné. Il y a surtout plusieurs modes et c'est vrai que moi j'ai la chance d'habiter un quartier assez aisé où on a des périodes comme ça, notamment les périodes estivales ou les périodes de vacances où des personnes usent et abusent, notamment avec les personnes âgées, et c'est ça qui me sidère complètement, où ils se déguisent en faux policiers, ils sonnent à la porte, ils prétextent des cambrioleurs, ils rentrent et ils demandent l'ouverture du coffre-fort ou la vérification des objets précieux et choquent énormément les personnes âgées. Alors des fois ça se passe bien, mais des fois moins bien, et c'est vrai que c'est assez traumatisant, même quand c'est gentiment fait, si je puis me permettre. On n'a plus le fameux gentleman cambrioleur de l'époque. Je me retourne vers la femme de communication que vous êtes, Madi Saïdi. Beaucoup de ces stars communiquent un peu leur vie sur les réseaux sociaux, et il se trouve que ces cambrioleurs regardent et ils savent quand ils ne sont pas là. Ça, c'est un espèce de revers de la médaille. Alors évidemment, quand on est une personnalité publique, on a une communication, on veut créer un lien avec sa communauté, mais il y a le revers de la médaille, c'est que malheureusement, les cambrioleurs sont aussi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils se renseignent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils vont regarder quand vous êtes en vacances, quand vous êtes absent. Ils connaissent vos intérieurs. Ils connaissent à peu près votre train de vie. Donc malheureusement, toutes ces communications qu'on fait tous sur les réseaux sociaux finissent par nous desservir. C'est pour ça qu'il faut essayer. Alors on partage tous de manière libre, et moi la première, mais ça c'est la communicante qui parle. Moi j'ai un espèce de séquençage de ce que je partage. Ce qui est vraiment privé, moi on voit jamais ma famille, on voit pas mon intérieur, on me voit au restaurant certes, on me voit dans mes engagements politiques et autres, mais je garde quand même quelque chose de très privé pour moi. Gardons ça à l'esprit. Dans un instant donc à 17h30, votre grand débat, vous allez sur le compte X, ex-Twitter de Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300, hashtag mot, hashtag irresponsabilité pénale, hashtag psychiatrie. Faut-il supprimer l'irresponsabilité pénale des malades psychiatriques? Nous recevrons dans un instant la sénateur UDI de l'Orne et membre de la commission des finances qui travaille sur une proposition de loi, Nathalie Goulet. Dans un instant, elle est avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brandel. Bon, des débats évidemment qui s'annoncent un petit peu tendus, vous l'avez compris, mais c'est bien la raison pour laquelle nous sommes avec vous sur Sud Radio, c'est d'essayer vraiment de poser les vraies questions. Bon, les vraies voix ce soir sont Véronique Langlais, la présidente du syndicat des bouchers de Paris. Et elle aime sa boucherie, n'est-ce pas Véronique? Et elle aime ses éleveurs, n'est-ce pas Véronique? Oui. Et elle aime ses bouchers, n'est-ce pas Véronique? Oui, bien évidemment. Et elle aime ses clients comme moi, n'est-ce pas Véronique? Parce que je suis client. Évidemment. Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. C'est un beau livre. Venu d'où d'ailleurs? Du Sénégal. Non, Dakar, la capitale, tout ça. Et champion d'Afrique de football. Absolument. Enfin. Et puis Nicolas. Une étoile. Et puis Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, notre penseur à nous. Ah, mais c'est gentil. C'était joli l'hommage que vous avez rendu aussi à Jacques Delors. Vous aimez bien mes hommages. Je reviendrai pour les prochains. Doucement. Allez, on y va pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le tueur était sous traitement médical. Pas sûr d'ailleurs qu'il le prenait, personne ne le suivait. Par faute de place en psychiatrie, comme beaucoup d'autres, il était rentré chez lui, auprès de sa femme qu'il avait agressée au couteau. Mais la justice avait constaté une irresponsabilité pénale. Sa femme n'avait pas porté plainte, classée sans suite. La suite, vous la connaissez, 4 ans plus tard, le jour de Noël, cette femme et ses 4 enfants sont retrouvés assassinés chez eux. L'auteur, cet homme, déclaré déséquilibré,
Libré, le père et mari des victimes. Vous réagissez sur X, Twitter ou au 0826 300 300. Nous vous posons la question, faut-il supprimer l'irresponsabilité pénale des malades psychiatriques? Avec nous dans un instant Nathalie Goulet, la sénateur UDI de l'Orne, qui travaille sur une proposition de loi concernant l'irresponsabilité pénale. J'aimerais d'ailleurs, avant cela, vous demander une réaction. Madi Saïdi, quand on écoute les comptes rendus, on se dit évidemment tout de suite comment cet homme pouvait être en liberté. C'est sûr qu'on se dit qu'il y a eu quelque part à louper. Ce monsieur ne devait pas être en liberté. Il a quand même planté sa femme une première fois. Certes, elle n'a pas voulu porter plainte pour des raisons qui lui sont propres, mais c'était quelqu'un en tout cas qui était malade. Il n'avait rien à faire dehors. On peut imaginer d'ailleurs la raison pour laquelle cette femme n'a pas porté plainte. Elle était enceinte de 8 mois. C'est son mari, il y a les 3 autres enfants. Et puis il y a cette pression terrible. Donc elle n'a pas été protégée, c'est ce qu'il faut dire. Non, absolument. Elle n'a pas été protégée sous prétexte qu'il était irresponsablement pénal, Nicolas Corato. Je sais que vous êtes attaché aux droits de l'homme. Je sais qu'on parle de l'irresponsabilité pénale. En ce qui concerne cette affaire, je pense qu'il faut qu'on laisse l'enquête aller, parce que c'est un peu étrange ce que vous nous dites. C'est-à-dire, vous nous dites, elle n'a pas porté plainte, mais il aurait été laissé libre par décision de justice. De deux choses une. En fait, c'est qu'il y a non-lieu. Oui, dans la mesure où elle ne porte pas plainte, il y a non-lieu. Mais non, il n'y a pas complètement non-lieu, puisqu'il n'y a pas de plainte. Donc il faudrait vérifier ce sujet-là. En tout cas, vous jouez sur les mots, Nicolas. Non, je ne joue pas sur les mots, parce que le sujet de savoir s'il est passé devant un juge qui a considéré qu'il était irresponsable pénalement. C'est ce qui s'est fait. Et derrière, ce qui serait intéressant de savoir, c'est s'il avait un contrôle judiciaire ou s'il y avait un suivi qui lui était imposé, voire même une hospitalisation d'office, parce que généralement, dans ces cas-là, quand des gens sont dangereux à ce point-là, on ne les laisse pas revenir, y compris dans leur domicile. Il y avait un suivi médical et en Seine-et-Marne, le département où il est, il n'y a pas cette place. Et il avait un traitement, mais personne ne s'assurait qu'il prenait ce traitement. Il y avait une ordonnance de protection pour protéger cette dame qui aurait pu avoir droit, aurait pu demander l'éloignement de son compagnon violent, voire même criminel. Donc je dis pas ça par tenir de choses, je dis c'est toujours très compliqué de parler de principes généraux et de principes fondamentaux comme celui de l'irresponsabilité pénale, dont on va le voir, qui remonte quand même au fondement de notre civilisation. Je rappelle que depuis Babylone, depuis Israël, depuis la loi des 12 tables au 5e siècle avant Jésus-Christ chez les Romains, on ne juge pas les fous. Et que il y a une raison fondamentale derrière tout ça qui fait la différence entre une civilisation et la décivilisation. Et d'ailleurs, je vous cache pas, Nicolas, c'est compliqué d'en parler à propos de ce fait divers horrible dont on ne connaît pas encore. Je parle de la phase préalable, le traitement qui a été réservé à cet individu qui manifestement n'avait rien à faire, ni dehors, ni au domicile de sa compagne ou de son épouse. Beaucoup de choses ont été révélées et recoupées par les journalistes qui ont mené l'enquête. Donc là aussi, ce sont de vraies infos. Avant de retrouver... les vraies infos, pardonnez-moi Frédéric, les vraies informations, c'est celles qu'on aura dans l'enquête du procureur. C'est celles qu'on a déjà eues aussi. Non, excusez-moi, il y a tellement d'affaires dans lesquelles on s'aperçoit que les médias aussi déforment parfois la réalité. Moi, j'attends quand même le rapport du procureur de la République pour savoir exactement ce qui ce qui s'est passé. Si les médias déforment la réalité, c'est que les journalistes ne font pas bien leur métier dans ce cas-là. Mais pour l'instant, faisons leur confiance. Véronique Langlais. Le sujet, c'est combien y en a-t-il comme lui qui sont aujourd'hui sur le terrain. C'est ça aussi le sujet. Et si on ne prend pas en compte ce qui s'est passé, il y en aura d'autres. Et c'est ça aussi aujourd'hui le sujet, c'est vraiment de se positionner pour que on suive ce genre d'individus qui ne soient pas laissés dans la nature. Je rappelle que quand on est prisonnier, qu'on est libéré, on a un droit à un suivi et je ne vois pas pourquoi, lorsqu'on a des problèmes psychiatriques, on n'aurait pas droit à un suivi qui soit vraiment pris en compte, parce que là, il y a quand même des morts. Ouais. Sur la formulation de la question qu'on propose à nos auditeurs, oui, je m'étais posé la question, faut-il juger les fous, comme vous avez repris, Nicolas, cette expression. C'est vrai, il y a toutes ces questions. Alors d'ailleurs, la question donc on a choisi de vous poser, c'est faut-il supprimer l'irresponsabilité pénale des malades psychiatriques? Et pour l'instant, vous dites oui à 75%. Retrouvons donc Madame la sénateur de l'Orne, Nathalie Goulet, qui est avec nous. Merci d'être avec nous, Nathalie Goulet. Je voulais juste préciser donc que vous avez fait une proposition de loi sur les auteurs de crimes jugés irresponsables, et ce bien avant ce terrible fait. Donc vous êtes au cœur de la question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et la preuve en est faite, que nous ne sommes pas assez armés pour protéger de la société des gens qui sont amenés à faire ce genre d'actes?
Alors, il y a un chaînon manquant dans le dispositif. Je voulais vous dire d'ailleurs qu'on avait fait voter il y a 2 ans un texte qui correspondait à un texte que j'avais déposé, plus un texte de l'Assemblée nationale après l'affaire Halimi, puisque ça avait aussi provoqué... Oui, de Gisèle Halimi, oui. Non, pas Gisèle, Sarah. Sarah, pardon, excusez-moi. Sarah Halimi, oui. Je vous en prie. Alors que la Cour de cassation avait fait son travail, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un dispositif puisque la Cour ne pouvait pas distinguer là où la loi ne le faisait pas. Et en travaillant ce dossier et en lisant un rapport de messieurs Houillon et Rimbaud de l'Assemblée nationale, j'ai constaté qu'il y avait des cas de non-lieu en 2018, 326, et madame demandait à une minute combien de gens il y a comme ça. Ouais. C'est très simple. En 2018, il y avait 326 personnes qui avaient été estimées, je ne peux pas dire jugées parce qu'il n'y a pas eu de jugement, donc estimées irresponsables, il y a eu 326 non-lieux, et tenez-vous bien, il y a eu 13 495 classements sans suite. Oh là là. Grosso modo, il y a 14 000 personnes en 2018 qui sont passées à un moment ou à un autre dans le circuit judiciaire sans avoir été condamnées, parce qu'il y a eu un non-lieu ou un classement sans suite. Et là, il n'y a pas de suivi. Bon. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en 2019, la chancellerie a décidé d'arrêter la collecte de ces données pour des raisons, paraît-il, économiques. Et donc, on s'est retrouvé avec un chaînon manquant évident. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ont été estimés irresponsables comme l'auteur présumé de ce qui s'est passé à Meaux, et pour lesquels on n'a ni un fichier, et encore, en tous les cas, pas de traces, parce que dans ces cas-là, l'hospitalisation, vous en parlez tout à l'heure, l'hospitalisation, elle serait sans consentement, n'est-ce pas ? Bon. Ouais. En l'hospitalisation sans consentement, il manque un chaînon. Et le chaînon, c'est la proposition de loi que j'ai déposée il y a déjà 2 ans, qui a été caduque et que j'ai redéposée il y a quelques semaines. Rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais le chaînon, il est manquant depuis des années. Alors souvent, nous parlions du terrible cas de Sarah Halimi, sauvagement tuée en 2017. Le caractère antisémite du crime avait bien été retenu, mais comme l'accusé avait été victime de bouffées délirantes suite à une grosse consommation de cannabis, la Cour l'avait jugé irresponsable pénalement. Donc, on voit bien, on est complètement perdu aussi sur le cadre, Madi Saïdi. Absolument, ça c'est un vrai problème. On a plein de schizophrènes. La vérité, c'est que quasiment les 3/4 des jeunes qui fument de la chiche se retrouvent à un moment de leur vie dans un état de schizophrénie. Ils entendent des voix et ils agissent. Et effectivement, on est en France, dans un pays où, on l'a dit justement, on ne juge pas des fous. Au-delà de les juger, peut-être qu'il faudrait encadrer ces gens-là, il faudrait les accompagner. On est quand même en France où on a un vrai problème de structure psychiatrique. Tous ces jeunes-là sont soit en hôpital où ils ont le droit de sortir et de rentrer comme ils veulent, ou alors ils vont à la première consulte et après ils se représentent plus. À un moment, je crois qu'il appartient aussi à l'État, aux autorités judiciaires de faire leur boulot. Et ces gens-là, à défaut de les enfermer, il faut les contraindre à suivre un traitement. C'est juste pas possible, on peut pas les laisser en liberté. Bon, et on va revenir avec vous dans un instant, Nathalie Goulet, Madame le sénateur, mais je voulais juste aussi sur l'équilibre entre le secret médical et la coopération avec les services sociaux et judiciaires. C'est ce sur quoi revient d'ailleurs dans un communiqué le maire de Meaux, Jean-François Copé. Là aussi, on a l'impression qu'à trop vouloir protéger et à respecter certains principes, Véronique Langlais. Oui, le principe de la liberté. On est libre de ne pas prendre ses médicaments aussi, si on a envie. Sauf qu'on n'est pas libre d'occulter la vie de quelqu'un, en fait. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est d'être conscient que quand on ne fait rien, on fait aussi des victimes potentielles. Et alors, malheureusement. Oui, je sais l'attachement au principe des valeurs humaines, de droits humains de Nicolas Corato, notre vraie voix ici, Nicolas, et c'est tout à votre honneur. Bon, mais avec tout cela, on repose la question aussi de la collecte des données, des obligations de soins, et d'ailleurs, Madame la sénateur qui est là, pose aussi le problème sur les terroristes aussi, par exemple. Oui. Nicolas. Les principes de liberté ne sont pas opposés avec l'exigence de protéger la société civile. En êtes-vous sûr ? Complètement. Et d'ailleurs, notre démocratie est l'exemple
qu'on peut vivre dans un schéma de liberté en protégeant la société civile. Après, il y a un débat, est-ce que cette protection est suffisante ou pas? Manifestement, ici, il y a du travail à faire, mais on arrive aujourd'hui à vivre en société tout en étant libre. Ou sinon, effectivement, vous me démontrerez que les dictatures génèrent moins de délinquance. Je vous annonce que en URSS ou aujourd'hui en Chine, il n'y a officiellement aucune délinquance. Je pense que si on regardait les chiffres, et notamment les chiffres des violences et des homicides, on serait un peu surpris. La vraie question sur ce sujet-là, c'est que elle est peut-être moins à rechercher dans la législation que dans les moyens, encore une fois, qu'on donne aux lois pour les appliquer. Madame la sénatrice parlait des hospitalisations d'office. On peut aujourd'hui hospitaliser d'office une personne contre son consentement. La procédure existe. Encore faudrait-il, et c'est intéressant d'aller voir les juges de la liberté des détentions qui sont dans ces formations de jugement pour décider d'hospitaliser ou non une personne d'office. Qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? Ils ont le nombre de lits disponibles dans nos hôpitaux psychiatriques. Et ils ont un schéma de pénurie totale de tous nos services d'assistance psychiatrique. Et donc, ça, c'est terrible. On peut changer les procédures, on peut changer les lois, mais à moins de se séparer définitivement des fous, et je suis pas pour le rétablissement de la peine de mort, je ne vois pas comment on a bien compris ça, on fera l'économie d'investir fortement dans l'hôpital psychiatrique, dans l'hôpital psychiatrique de jour également, qui manque considérablement de moyens et qui est vraiment le parent pauvre de notre politique de santé publique. Nous allons y revenir, nous avons le temps, mais j'aimerais que nous en reparlions avec Nathalie Goulet. Alors vous avez dit Madame la sénatrice, je sais que Madame Goulet préfère dire Madame le sénateur, hein, c'est ça Nathalie Goulet, hein, oui, non? Oui. Mais si vous dites la sénatrice, c'est pas grave. Ouais, voilà. Mais on tâtonne aussi là-dessus. Bon, oui, revenons. La sénatrice, ça va aussi. Bon, très bien. Bon, on est d'accord avec Nicolas. Donc, sur ces données, je comparais le cas aussi des terroristes sur la collecte d'informations. Vous avez aussi intégré toutes ces données. Expliquez-nous. Non, c'est-à-dire qu'on a le même problème. Alors, juste un instant pour revenir sur ce qui a été dit. Vous avez le cas de cet auteur présumé à Meaux avec le problème du fait qu'il ne soit pas du tout passé en jugement. Et vous avez parlé du juge des libertés il y a une minute, mais cet individu n'est jamais passé par un juge des libertés puisqu'il n'est jamais arrivé au stade de la... Donc, on ne peut pas non plus tout mélanger. Que la psychiatrie soit le parent pauvre, c'est une absolue évidence et on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup écrit et évidemment ça c'est un vrai sujet. Et puis maintenant sur le problème des terroristes et de leur suivi en janvier, on a un texte qui arrive au Sénat pour compléter des dispositifs. Donc là, sur le sujet de Meaux qui est le sujet du jour, il y a un chaînon manquant. Là, on a besoin d'une mesure législative supplémentaire. Voilà. Celle-là, elle... Bon. Et sur les terroristes, on a besoin de faire un point, des outils et des moyens qui y sont afférés. Alors vous savez que la justice a eu cette année la plus grosse augmentation de budget depuis des années, mais il faut encore former les médecins, les psychiatres, on manque de psychiatres, on manque de psychanalystes, on manque de lits, tout ça on est d'accord. Si vous voulez, si on doit faire aujourd'hui le procès de l'ensemble du système de l'irresponsabilité, ça nous amène beaucoup plus loin que le sujet de Meaux, mais c'est normal qu'on y arrive. Et pour reparler de Sarah Halimi, la décision qui a choqué, c'est qu'à la fois on avait reconnu la bouffée délirante et en même temps l'antisémitisme. Oui, c'est ça, c'est incompréhensible. Ouais. Non, mais c'est pas du tout incompréhensible. Pour nous aussi, pour vous peut-être pas, mais pour moi oui, par exemple. Non, mais c'est incompréhensible pour tout le monde, parce qu'il ne peut pas à la fois être reconnu comme étant antisémite et à la fois délirant. D'accord. Sauf que la loi ne prévoyait pas de distinction. Et comme la loi ne prévoyait pas de distinction, la Cour de cassation, qui a parfaitement fait son travail, ne pouvait pas distinguer là où la loi ne distinguait pas. C'est pour ça qu'en 2021, on a voté un texte qui permettra désormais de faire la distinction. Et on a aussi voté des dispositifs pour mieux protéger les victimes. Ouais. Donc, voilà. Donc, vous voyez, il faut quand même un peu d'outils. Dans une démocratie, théoriquement, c'est le Parlement. Voilà. Subsidiairement au Sénat, on n'a pas d'article 49.3, donc nous sommes des gens... Oui, je le rappelle, vous êtes sénateur et sénatrice, donc. Voilà. Bon. Et donc, voilà. Donc c'est très très important de bien l'identifier. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il faut bien cadrer les choses quand même, parce que sinon,
évidemment, les gens sont choqués et c'est normal. Et nous suivrons bien sûr l'évolution de cette proposition que vous faites. Réaction au 0826 300 300. Nous avons vu qu'auprès des auditeurs de Sud Radio, c'était 75% oui à la question. Hein. Quand même, faut-il supprimer les responsabilités pénales des malades psychiatriques? Qu'en pense Guy, donc notre auditeur fil rouge aujourd'hui, Guy depuis Paris. Guy, quel est votre sentiment? Vous avez écouté ce débat. C'est un peu la question, faut-il juger les fous, ce que disait Nicolas Corato? Très, très intéressant. Alors d'abord, il faut d'abord définir ce que c'est qu'une personne folle. C'est déjà la première chose. Secondement, ces personnes sont parfaitement en état de discerner et bien souvent, elles ne se laissent pas soigner, donc elles ont une responsabilité. Moi je suis contre la suppression de la responsabilité pénale. Je vais même beaucoup plus loin, à partir du moment où une personne comme ce monsieur a déjà frappé sa femme à coup de poignard, quand bien même ce soit dans l'omoplate, donc il y a déjà, même si la femme ne porte pas plainte, il y a déjà un avertissement. Cette personne doit être soustraite de la communauté. Je suis pour que toutes les personnes qui ont commis un acte délictueux de ce genre, une attaque à main armée, soient mises à part dans une grande communauté, un grand bâtiment, que sais-je, soient surveillées et soignées, qu'elles ne soient pas remises en liberté. Il en est de même pour ces personnes qui ont commis un meurtre et qui ont été soi-disant condamnées à perpétuité, mais qu'on retrouve au bout de 20 ans ou 30 ans libérés. Un gars qui a commis ce meurtre à 20 ans, il est libéré à 50 ans. 50 ans, il est toujours actif. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a récidive. Dans la quasi-totalité des cas, il y a récidive. Moi, je suis dans une association qui s'occupe des enfants et des personnes autistes. Oui, qui s'appelle comment le nom de cette association? Foi et Lumière. Oui. On n'a pas de cas d'attaque sur les personnes par ces personnes autistes, quel que soit l'âge. Or, ces personnes que l'on dit vouloir excuser ou supprimer la responsabilité pénale, sont des personnes qui sont en pleine conscience. Ce monsieur est en pleine conscience. Il travaillait, il ne prenait pas ses médicaments, il faisait ce qu'il voulait. Bon, il est quand même conscient. Faut pas être trop miséricordieux avec ce genre de personnage. Moi, j'isole ces personnes parce que je sais qu'il va y avoir récidive et je sais qu'il y a une personne une victime qui va souffrir de l'action de ces personnes. Merci pour votre point de vue, Guy. Merci au 0826 300 300. On savait qu'on aurait encore plein de choses à dire sur ce débat. On en reparlera, c'est sûr, sur Sud Radio. On a un petit peu dépassé le temps. On va vite avancer. Remercions Nathalie Goulet et bon courage pour vos travaux, Madame la sénateur, au Sénat pour cette proposition de loi qui, on l'a bien vu, arrive vraiment à un moment plus qu'important. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Nous restons avec les 3 vraies voix tout de suite. Ah bah, je suis pas une fois. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sabrina Agresti-Roubache, une amende pour consommation de drogue sera inscrite au casier judiciaire. Je demande à ce que ça le soit. Je ne sais pas si le gouvernement va le proposer, mais en tout cas, je suis favorable, c'est un délit. C'est pas rigolo de consommer de la drogue. C'est pas drôle. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Eh bien, c'est le moment où nous jouons. Vous jouez aussi depuis l'endroit où vous nous écoutez sur Sud Radio avec les vraies voix qui sont ce soir, je vous le rappelle, Nicolas Corato, Véronique Langlais et Madi Saïdi. Et notre auditeur fil rouge, Guy de Paris, qui est resté évidemment avec nous. Guy, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Bon, alors vous connaissez le principe. Est-ce qu'on a un petit jingle? On envoie le jeu? Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, cher Guy, vous allez choisir soit Madi Saïdi, soit Véronique Langlais, soit Nicolas Corato pour faire équipe. Vous serez donc à 2 contre 2. Nous écoutons les chansons de ces vacances. Le thème aujourd'hui, c'est destination vacances à la mer. Donc, vous voyez déjà, alors tout le monde réfléchit, tiens, qui a chanté ça, etc. Alors, je suis nul. Donc, Guy, choisissez. Je suis nul. C'est Véronique Langlais qui a dit qu'elle était nulle. Bon, alors je prendrai Madi Saïdi. Bon choix. Et Madi, vous êtes spécialiste de communication, vous connaissez les chansons quand même. Il a fait, je pense, un bon choix, Guy. Donc, ça sera d'ailleurs donc Nicolas Corato et Véronique Langlais contre Guy, qui nous appelle, je le rappelle, de Paris, et Madi Saïdi. Vous êtes prêts? Vous écoutez ce premier extrait, vous nous donnez le nom de l'interprète. C'est parti. Michel Jonas. Bien,
Nicolas Corato. Écoutez un peu les vacances au bord de la mer, 2 secondes. Avec mon père, ma sœur, ma mère. Qu'est-ce que c'est beau ça. Jonas. Et en plus, on la connaît. Eh oui, ça c'est terriblement social aussi. Hein. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Tout est dit dans cette chanson, je trouve. Bon. Donc ça fait 1-0 pour l'équipe Nicolas Véronique contre l'équipe Guy Madi. Allez, 2e extrait. C'est pas l'homme qui prend. Ah, Renaud. Alors, c'est nous. vous avez tous dégainé ensemble. C'est très difficile, mais je crois quand même que Véronique Langlais. Non, c'est tous les deux. Oui, de toute façon, vous êtes tous les deux. Donc Véronique, la même équipe. Ça vous fait 2-0. J'ai les Santiago. de Paris qui Dès que le vent soufflera, c'est vrai, quand j'ai commencé à vous parler du thème de la mer, vous êtes dit, il y aura ça. Attention, là, c'est peut-être un petit peu plus dur. Guy, on vous écoute bien. N'hésitez pas à dégainer très vite. C'est parti. Vanessa Paradis pour Maïdi et Guy. Oui, Guy et Maïdi. Vanessa Paradis, La plage. C'est joli ça. C'est moins connu, c'est pas la plus connue, mais 2-1, c'est un vrai suspense. Attention tous les 4, et vous les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutez, qui chante ça? Laurent Voulzy. Oh, Laurent Voulzy. Belle île en mer. Très fort, hein, Nicolas Corato, là. Hein. Mais ça fait des semaines que je révise. Non, mais Nicolas Corato, il est terrible. Déjà sur le débat tout à l'heure. Oui, Frédéric, vous avez raison de poser cette question, mais votre question est nulle. Vous voyez, il est un peu comme ça. Non, j'étais pas comme ça. Non, je ne connais rien à la chanson française. Et boum, il est comme ça, Nicolas Corato. Il n'y a pas Michel Sardou. Pour l'instant, non. 3-1, attention, l'équipe qui gagne est celle qui arrive à 4. Guy et Madi, il faut vraiment que vous réagissiez là. Hein. On est d'accord, Guy, hein? Oui. Bon, c'est sur le thème de la mer, tout ça et tout. Écoutez bien. Eh oui, Guy, vous avez été... J'ai pas entendu, j'ai bien écouté, mais c'est Véronique Langlais. Non, mais d'emblée, je le savais qu'elle chantait là. Véronique, on a les mêmes cassettes. L'amour à la plage. Oui, en plus, j'ai adoré. On assume la vieillerie. Hein. Mais vous êtes fort. C'est pas de la vieillerie, c'est chouette. Moi, j'ai adoré Niagara. Et ce qui est terrible, c'est que vous dites, vous, Véronique, vous dites, je suis nul. Et Guy, vous remercie. On est parfois dur en termes de jugement. Pour l'honneur, écoutez, allez, extrait. La liberté. Madi Saïdi, le chanteur n'est pas merde. Guy l'a dit, je crois. Guy l'a dit, Gold, mais plus rapide une nouvelle fois. Celui qu'on appelle le sniper du blind test, Nicolas Corato. Voilà, qui est donc politologue et musicologue. Maintenant, nous le savons. Quand on est politologue de gauche, il reste plus que les blind tests. Allez, il nous reste 10 secondes. Un dernier extrait. Quand les souvenirs s'en mêlent. C'est Maïs, je sais pas quoi, non, c'est Christopher. Guy, attendez, Guy nous propose quoi, Guy? Non, Guy, allez, Guy. Non, je l'ai vu hier, en plus il a fait un concert là, il y a quelques jours là. C'est Frérot de la Vega. C'est pas le même. Bon, allez, bravo à Nicolas, Nicolas et Véronique. Guy et Maïdi, vous avez été battus, on va dire, c'est une grosse défaite, mais vous revenez, vous restez avec nous tout à l'heure. C'est pas ma spécialité. Bon. Merci Madi Saïdi, parce que c'est vous qui avez répondu en fait. Oui, en plus pour le point. En revanche, sur le débat, vous avez été très bon précédemment, Guy, donc comme ça équilibre. Hein, voilà. À tout de suite, les auditeurs de Sud Radio, dans un instant, les infos. Bonjour à tous, c'est Alexandre Delevan et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Il est 18h. Joyeux Noël avec Sud Radio. Parlons vrai. Voici tout de suite le journal de François Germain. Bonsoir François. Bonsoir à tous. La mise en examen du principal suspect dans l'affaire du quintuple homicide à Meaux. Le mis en cause, qui a reconnu les faits, a expliqué aux enquêteurs avoir entendu des voix. Ça ne pouvait pas plus mal tomber en cette période de fête. Les huîtres du bassin d'Arcachon sont retirées de la vente après des intoxications. Les ostréiculteurs accusent le coup. Et puis on continue notre série sur les grands événements de 2023. Ce soir, gros plan sur l'attaque du 7 octobre qui a ouvert une nouvelle crise au Proche-Orient.
Il vient d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint et sur mineur de moins de 15 ans. Le père de famille accusé d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants lundi soir à Meaux, en Seine-et-Marne. En garde à vue, l'homme de 33 ans, déjà connu pour violence conjugale, a reconnu les faits. Florian Lafont. Oui, face aux enquêteurs, il a expliqué avoir entendu des voix lui demandant de faire du mal. Un déchaînement de violence s'en est suivi. Il a précisé avoir porté des coups de couteau à sa femme et à leur fille et avoir noyé leurs 2 fils, ce qui a d'ailleurs été confirmé par les autopsies. Depuis le drame, le mis en cause dit ne rien ressentir, se sentir vide. Cela fait 6 ans que ce trentenaire est suivi pour troubles dépressifs et psychotiques. Il suit un traitement quotidien, traitement qu'il n'a pas pris dimanche, vraisemblablement le jour du drame. Reste à savoir ce que décidera la justice à son encontre si une altération du discernement sera retenue. S'il est reconnu responsable de ces actes, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'autopsie du nourrisson retrouvé mort mardi dans le Nord, programmée aujourd'hui. Son corps dans un sac a été découvert à la suite d'un incendie dans un appartement dans la commune du Quesnoy. Les 2 locataires de l'appartement où le corps a été découvert ont été entendus par les gendarmes. Également dans l'actualité, le coup de massue pour les salariés d'Habitat. L'enseigne d'ameublement a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny en raison des grandes difficultés financières de l'entreprise qui emploie plus de 300 salariés dans ses 25 magasins français. Des salariés qui comptent porter plainte contre la direction. C'est un coup dur pour les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Un arrêté préfectoral interdit jusqu'à nouvel ordre toute vente ou production d'huîtres sur le bassin. Le coquillage serait à l'origine de nombreuses intoxications alimentaires ces derniers jours. Une bien mauvaise surprise pour les éleveurs à quelques jours du nouvel an. Loïc Pasquet est ostréiculteur à Arès, à 40 km d'Arcachon, et il est très inquiet. Je suis pas une très grosse entreprise, ça va représenter entre 15 et 20% de ce que je fais. Un chiffre d'affaires énorme, et Noël c'est toujours un peu plus, mais le premier de l'an c'est pareil. Et il y a des entreprises, enfin moi je vous dis 15 à 20%, mais il y a des entreprises c'est beaucoup plus. Ben oui, forcément, mais là encore toujours une fois, on est fermé aujourd'hui depuis le 27, depuis hier, mais on ne sait pas pour combien de temps. Ça se trouve, ça va être 28 jours. 28 jours, imaginez un peu. Voilà, quand on a des employés, on se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir les garder? Est-ce qu'on va continuer? Parce que dans notre tête, on se dit, je sais pas comment l'avenir va être fait. Franchement, je suis désemparé. Le bassin d'Arcachon représente un peu moins de 10% de la production d'huîtres en France. Le prix des assurances va augmenter en 2025. La surprime qui finance le régime des catastrophes naturelles des assureurs français passera de 12 à 20%, alors que le système est en déficit depuis 2015. Cette augmentation permettra de récolter plus d'1 milliard d'euros supplémentaires par an. 40% de la population est menacée de famine à Gaza. C'est l'alerte lancée par le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui estime que le seul espoir est un cessez-le-feu humanitaire. Une demande réitérée par Emmanuel Macron hier lors d'un entretien avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le conflit au Proche-Orient, on en parle également ce soir à travers notre série de Rétro 2023, les moments marquants de cette année. Gros plan sur le 7 octobre, date du déclenchement par le Hamas de l'opération Déluge d'Al-Aqsa contre Israël, une attaque terroriste de grande ampleur, Arthur Rib. Il est 6h du matin quand les premières sirènes retentissent dans le sud et le centre d'Israël. Des milliers de roquettes sont tirées depuis Gaza. L'attaque la plus ambitieuse du Hamas commence au dernier jour des fêtes juives de Soukhot. En quelques heures, plus de 2000 hommes lourdement armés arrivent par les airs, la terre et la mer. Une opération préparée de longue date. Les premiers kibboutz et un festival de musique sont attaqués. Les premiers otages capturés. Une contre-offensive est alors lancée. Gaza est violemment bombardée par l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prend la parole. Israël est en guerre. Plus d'1 mois et demi après le début de ce conflit, plus de 1200 Israéliens sont morts. Dans la bande de Gaza, les bombardements ont tué 21 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé du Hamas. 129 personnes sont toujours détenues en otage, selon l'État hébreu. Et puis on termine avec un mot de sport. En ski alpin, le sacre de Cyprien Sarrazin. Le Français remporte la descente de Bormio en Coupe du Monde. Une victoire de prestige puisqu'aucun Français ne s'était imposé depuis Luc Alphand en 1996. C'est la première fois que Cyprien Sarrazin monte sur le podium d'une descente de Coupe du Monde. Voilà pour l'info. Passez une excellente soirée sur Sud Radio. Ah, c'est superbe la descente en plus. C'est tellement impressionnant. Merci François Germain. La météo. La météo Sud Radio.
Encore que faut-il que pour que nous ayons des médailles d'or dans les descentes de ski, il y ait de la neige. Alors, ça fait partie des questions qu'on vous posera pour ce point météo, cher Rémi André. Ouais, et que l'on me pose actuellement tous les jours, car la douceur qui persiste ne permet pas justement de voir un nouveau manteau neigeux. En fait, nous avons droit à un temps qui reste très doux et qui le restera d'ailleurs tout au long de ce long week-end. Donc de la douceur, toujours avec ce vent qui vient de secteur sud pour l'instant, d'ouest ensuite pour le week-end. Et même si nous avons une perturbation qui traverse nos régions dimanche et lundi, eh bien cette perturbation donnera de la pluie sur la moitié nord, du vent près de la Manche, mais sur la moitié sud et notamment sur le relief des Pyrénées notamment et également des Alpes, eh bien la neige sera encore absente, sauf si elle tombe sur les Alpes au-dessus de 1800 mètres d'altitude. Donc en attendant, eh bien demain nous allons conserver cette douceur avec des températures qui sur la moitié sud pourraient à nouveau atteindre les 17 à 18 degrés sur le Pays Basque et des valeurs de 15 à 16 degrés du côté donc de la Méditerranée ou de la Corse. Sur la moitié nord du pays, nous nous retrouverons avec un temps plutôt instable sur les bords de la Manche, toujours avec du vent fort d'ailleurs, qui peut souffler jusqu'à 90 km par heure et des températures qui seront globalement douces, toujours comprises entre 10 et 15 degrés l'après-midi. Merci Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Ce soir sur Sud Radio, vous êtes toujours avec nous, vous intervenez, la consultation sur le compte X, ex-Twitter, pour vous donner quelques idées. Nous aurons le rendez-vous à 18h40, tout à l'heure le coup de projecteur sur l'envolée des tarifs hôteliers pour Paris 2024. N'hésitez pas, consultez les réseaux sociaux, vous nous suivez aussi sur la chaîne YouTube, vous êtes plus de 800 000 abonnés, et puis vous êtes avec nous au 0826 300 300, vous intervenez également. Les vraies voix ce soir sont Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Ils sont là, ils sont prêts et c'est l'heure du Top Click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Oui, je vous parlais des réseaux sociaux. Nous regardons, vous réagissez. Interactivité, cher Louis de Kergorlet. Dans votre Top Click du jour, la police montpelliéraine obligée d'intervenir durant une séance de cinéma. Intervention filmée et reprise rapidement sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, parce qu'en cette période de vacances, vous êtes nombreux à vouloir vous détendre en profitant peut-être d'une séance de cinéma. Alors vous, par exemple, Frédéric, je me suis laissé dire que vous rêviez d'aller voir le film sorti hier, Les Secpa au ski, c'est bien ça? Oui, par exemple. Eh bien, si vous étiez hier à la projection du film dans un cinéma de Montpellier, voici ce que vous auriez entendu. Voilà. Alors, d'accord. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un film d'horreur, mais bien une comédie. C'est juste que les spectateurs étaient visiblement très contents et agités de voir le deuxième opus de la série de films Les Secpa. Alors, après un tel vacarme, les propriétaires du cinéma n'ont d'autre choix que d'appeler la police. Police qui a été plutôt bien accueillie. Voilà, alors la police a dû intervenir pour faire évacuer les fauteurs de troubles. Marquez, ça fait des entrées là, parce qu'il y avait du monde dans la salle. Voilà, exactement. Alors, vous me direz, c'est peut-être un cas isolé, voilà, dans un cinéma, voilà. Mais non, car par exemple, à Dole, dans le Jura, l'avant-première du film mardi a carrément dû être interrompue suite à de trop nombreuses agitations. Même chose du côté de Roubaix, à tel point que certains propriétaires de cinéma n'en peuvent plus et ont carrément décidé de déprogrammer le film. Ouais. C'est pas anodin ce que vous nous dites, Louis de Kergorlet. Alors moi je l'avoue, je suis chiant. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui mange, par exemple, des pop-corn à côté de moi, le bruit de la bouche, je supporte plus. Donc déjà, et je dois dire que j'y vais un peu moins au cinéma à cause de ça. Mais c'est vrai que des fois c'est insupportable, Véronique Langlais. Bah non, on est dans un lieu convivial. Donc... Madame, je fais la fête. Positive attitude. D'accord. Non, moi je respecte mes voisins et je suis assez, je suis assez sympa avec mes voisins. Par contre, je demande à goûter au popcorn. Bon, Nicolas Corato. Non, mais il y a des phénomènes de mode, surtout chez dans les films qui sont suivis par beaucoup d'adolescents, qui se passent le mot sur les réseaux sociaux. Je me souviens des incidents sur des diffusions de One Piece, par exemple, il y a quelques mois, qui ont donné lieu à des scènes, parfois même vraiment violentes. Là, c'est pas complètement le cas. Ouais. Et donc, on sait qu'il y a des mouvements de mode, notamment chez les ados, pour dézinguer un film ou pour y aller en ne suivant pas vraiment la séance, mais en mettant la pagaille dans la salle. Allez voir les films intello. Sur les films polonais, il y a moins de sujets. Un petit mot, Madi Saïdi.
Je trouve ça dommage. Alors c'est vrai que les jeunes, ils vont aussi pour foutre le bordel. Moi, je trouve que c'est aussi symptomatique d'une société. C'est aussi une société où les jeunes sont organisés différemment, ils n'ont plus la même notion du cinéma. Pour moi, un film, ça se respecte. Je suis un petit peu comme vous. Moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie de profiter de ce moment et j'ai pas envie de me faire chier avec des gens, ni avec le popcorn, ni avec la rigolade, ni ceux qui pensaient dans leur salon. Et puis alors le truc, celui qui met ses pieds sur votre fauteuil, celui qui est assis derrière et qui évidemment, dès qu'il tousse, ça vous fait bouger. Alors ça m'a énervé. Merci Louis de Kergorlen. Merci beaucoup pour ce en quelques clics. Allez, tout de suite le tour de table. T'as regardé les actualités régionales? Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table. De l'actualité. Le tour de table de l'actualité. Et j'en profite pour remercier notre réalisateur Benoît Goutorbe, exceptionnel comme chaque fois et qui est avec nous pendant ses vacances. C'est lui qui nous a fait le petit jingle. Tour de table. Nous commençons par Nicolas Corato et le cas des familles des gendarmes assassinés à Ouvéa, donc Nouvelle-Calédonie, c'était en 1988, à qui on refuse une médaille à titre posthume et qui ont saisi la justice. Oui, on a vu dernièrement le président de la République soutenir Monsieur Depardieu et peut-être intervenir dans une procédure devant la chancellerie de la Légion d'honneur sur la Légion d'honneur de Gérard Depardieu. Il y a d'autres personnes en France qui mériteraient peut-être plus facilement l'attention du président de la République. Je veux parler des familles des 4 gendarmes qui ont été assassinés en 1988 près de la grotte d'Ouvéa par des indépendantistes kanaks, et d'un 5e gendarme qui a été grièvement blessé et qui s'est jamais remis de ses blessures. Ces familles, aujourd'hui, sont obligées de saisir la Cour administrative d'appel de Toulouse, pour obtenir gain de cause dans une affaire qui peut nous paraître insignifiante, mais qui est importante pour eux, l'obtention à titre posthume pour leur père, pour leur frère, pour leur grand-père, d'une médaille qui est délivrée aux victimes de terrorisme. Cette médaille, elle existe depuis 2016. Elle a été instituée à la fois pour les forces de l'ordre. D'où le fait qu'on pose la question maintenant, parce que c'est vrai que ça date de plus de 25 ans finalement. Exactement. Et je remarque que le ministère de la Justice, qui était en compétence pour attribuer cette médaille, s'y est refusé, avec des arguties juridiques que je ne vais pas développer ici, mais qui tiennent pas complètement la route, que le tribunal administratif ensuite a refusé et qu'ils sont obligés d'aller devant la cour d'appel. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gendarmes, d'abord, ont à mon avis droit de sortir de l'oubli, parce que jusqu'en 2020, il faut le savoir, il y a eu une thèse officielle qui consistait à dire qu'ils étaient fautifs et qu'ils n'avaient pas bien exécuté les ordres et qu'ils s'étaient retrouvés pris en otage un peu de leur fait. Et que cette thèse, il a fallu attendre 2020 pour qu'elle soit officiellement démontée. Ouais. Donc on imagine aussi ce qu'ont vécu ces gendarmes, les survivants et leurs familles. Donc ça devient un peu politique aussi. Et ça devient politique. Ouais. Et je trouve que dans ce schéma de réhabilitation, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte pas très cher à l'État d'offrir 5 médailles à titre posthume à ces gendarmes et aux survivants que je vise. Je trouve que dans la gestion de nos titres et de nos décorations, on a parfois non pas 2 poids 2 mesures, mais parfois quelques légèretés, et d'un autre côté beaucoup de sévérité. Pas parce que c'est des gendarmes que la loi doit être applicable à la lettre, alors que pour d'autres, parfois on fait des exceptions. Alors il y a 2 choses dans ce que vous dites, Nicolas Corato. Il y a ce cas très précis, Ouvéa, la Nouvelle-Calédonie. On parlait tout à l'heure de Jacques Delors et de Michel Rocard, qui avait tant fait aussi pour les accords. Donc ça, vous l'avez, je pense, très très bien dit, il n'y a rien à rajouter. En revanche, l'histoire des distinctions de ces légions d'honneur. Je vous ai vu réagir, Véronique Langlais. Mais oui, parce que pour moi, c'est pas une décoration anodine. Quand on est porteur de cela, on a quand même une histoire, un historique. Et c'est vrai que l'histoire avec Depardieu paraît complètement un peu montée en épingle quand on voit effectivement des héros du quotidien que sont les gendarmes, que sont les forces de l'ordre, souvent, lorsqu'ils sont assassinés. Je trouve que même 30 ans après, parce que moi j'étais toute petite quand ça s'est produit, j'avais 7 ans et je m'en souviens encore. Je pense que effectivement, 7 ans, non, j'étais plus vieille que ça. Non, vous étiez plus jeune. Non, enfin bref. Vous n'étiez pas née. Non, j'étais beaucoup plus vieille que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, je trouve qu'il faut quand même prendre la mesure des choses et c'est tout à fait légitime
de remettre l'église au centre du village. Oui, c'est très, très bon choix, Nicolas Corato. Une petite réaction rapide de vous, Madi Saïdi, aussi sur, c'est vrai, ceux qui se battent, alors Légion d'honneur, après, est-ce que ceux qui participent à ce qu'on appelle le rayonnement de la France le méritent également ? Oui, je trouve que ce cas en particulier mérite peut-être d'être étudié plus longuement. On donne aujourd'hui de manière assez facile, j'ai envie de dire, des légions d'honneur et des médailles comme on le faisait pas avant. Je trouve que ces médailles, elles ont un sens. Oui. Et le leur donner, c'est aussi reconnaître leur état de service qu'ils ont fait pour leur pays. Voilà. Donc quelque part, je trouve qu'à un moment, on doit être capable aussi de regarder les choses en face et de faire les choses comme elles se doivent. Bon, merci pour ce tour de table. J'en bafouille, cher Nicolas Corato. Non, mais c'était très important. Nous poursuivons le tour de table dans un instant. Et Madi Saïdi et Véronique Langlais se préparent. Restez bien avec nous. C'est Céline Alonso, je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Bradel. Le tour de table, c'est un moment toujours très important parce que nos vraies voix vous apportent, vous les auditeurs de Sud Radio, des éléments de réflexion sur des points peut-être qu'on a oubliés. Et on l'a vu avec Nicolas Corato qui est avec nous, Madi Saïdi et également Véronique Langlais. D'ailleurs, ça va être à vous, mesdames, de vous y coller. Allez, jingle! Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Alors, on commence par Madi Saïdi et le douloureux retour de bâton du quoi qu'il en coûte des restaurateurs. Ah tiens, Véronique Langlais, spécialiste des bouchers, vous écoute avec attention. Tout à fait. Alors aujourd'hui je voulais parler de ce quoi qu'il en coûte. Alors c'était il n'y a pas si longtemps que ça, pendant le confinement, tous les restaurateurs ont le droit à ce qu'on a appelé une espèce de PGE. Beaucoup se sont rués vers ce PGE, sauf qu'on leur prêtait de l'argent sans forcément leur dire quand est-ce qu'ils devaient le rendre. Et aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs se retrouvent dans une situation où ils n'arrivent pas à rembourser ce PGE. Et il y en a quelques-uns, et dont des syndicalistes en particulier, qui font les tours des médias pour se plaindre en disant « mais c'est scandaleux, aidez-nous ». La vérité, c'est que les restaurateurs ont beaucoup été aidés comparé à d'autres. Ils ont quand même une TVA, il faut le dire, qui a été abaissée, même si c'est vrai qu'elle a été augmentée, parce que sous Sarkozy, elle était à 5,5, elle est passée à 10, mais ça reste toujours une TVA pas tout à fait normale. Alors que le reste, c'est à 20%, la TVA. Pas tout à fait normale, donc quelque part, ils restent privilégiés, ils ont obtenu les aides. Et moi, ce qui me choque d'autant plus, parce que je suis, vous l'aurez compris, une amatrice de restaurants, mais plutôt de bons restaurants. On l'est tous. Plutôt de bons restaurants. Déjà, la plupart à Paris, malheureusement, ils font beaucoup de réchauffés. C'est du réchauffé, ils ont une bonne TVA. Il y a aussi un problème dans les restaurants, c'est que dans beaucoup de cuisines, on a aussi beaucoup de sans-papiers, Donc en termes de charges, ils sont toujours voilà. Et c'est les mêmes qui quelque part sont en train de se plaindre en disant c'est scandaleux, on sait pas quoi faire, alors que pendant le confinement, ils ont été largement aidés. Ils ont quelque part été un petit peu les bras armés du gouvernement quand on leur a dit vous faites comme ça, ils l'ont fait comme par espèce de reconnaissance à l'égard de celui qui leur donnait l'argent. Et aujourd'hui, moi ça me fait rire de les voir aujourd'hui se plaindre en disant mais c'est scandaleux, on sait pas comment faire, il faut nous aider. Mais en attendant, il y a tellement d'entreprises qui ferment, mais je crois que Bruno Le Maire n'en a pas conscience. Il suffit d'aller dans le 9e. Toutes les boutiques, 1 sur 2, elles sont fermées. Oui. Tous les commerçants. Les boutiques jusqu'aux grandes entreprises, puisque dans l'actualité aujourd'hui encore Habitat a confirmé. Est-ce qu'on peut réagir ou pas? Évidemment, parce que mais là on vous attend parce que la direction prise par Madi Saïdi m'a fait me diriger vers vous, Véronique Langlais. Elle nous a envoyé une banderie. Répondez. Mais moi ça me fait mal au cœur parce que effectivement il y a des gens qui ont profité, mais je pense pas qu'ils ont profité. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que à Paris, alors pour ne parler que des Parisiens, mais c'est pas qu'à Paris, on a quand même des frais fixes qui sont extrêmement élevés. On a, comme les consommateurs, subi des augmentations de matières premières importantes, des augmentations d'énergie importantes. Il y a eu quand même des efforts de fait par Bercy pour des amortisseurs, etc. On est sur un métier aussi qui a des problèmes sur la main-d'œuvre. Ce sont des métiers à tension.
On a donc des consommateurs qui n'ont plus les moyens d'aller au restaurant parce que ça devient cher. Mais aussi. combien c'est cher? Voilà, tous ça les prix devient ont augmenté cher après le aussi. confinement, c'est donc terrible. moi, je peux pas leur taper dessus tout le temps parce que on est sur un écosystème qui est essentiel dans les villes et dans les villages. Les restaurateurs sont aussi des gens qui provoquent le lien social, qui sont aussi les petites lumières qu'on voit, les dernières petites lumières qu'on voit le soir, un peu comme les bouchers, les boulangers, etc. Et moi, je veux pas leur taper dessus. Il y a des mauvais élèves, ça, on peut le déplorer, et c'est même très triste parce qu'il y en a encore qui travaillent très mal, et ceux-là, on n'a pas envie de les aider. Mais généralement, vous dites quand même que quoi qu'il en coûte était plus que justifié, et que les problèmes Oui et non, parce que le problème n'est pas que chez les restaurateurs, si je puis me permettre, puisque j'ai la chance et l'honneur d'être élue à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et la problématique, finalement, elle va se trouver en domino. C'est que maintenant, on a plein de commerces qui n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins de base, parce que les frais fixes sont trop élevés, les loyers sont beaucoup trop élevés, et on n'y arrive plus. Et comme vous dites, malheureusement, beaucoup de commerces ferment, et c'est lamentable. Véronique Langlais, avant de faire votre tour de table, justement, je regarde le temps pour ne pas empiéter sur le vôtre. C'est aussi un soutien. Mais voilà, j'ai bien compris. Et pour trancher sur ce face-à-face, Nicolas Corato. Non, je trancherai jamais sur les restaurateurs, en plus avec une bouchère à ma gauche. Je veux absolument pas employer que c'est beau. Non, un point quand même sur ce que disait Mehdi Saïdi, qui me semble très juste, c'est que c'est une corporation, pour l'appeler comme ça, qui a toujours eu un lobbying très efficace et très écouté, notamment à Bercy. Parce que un restaurateur, un bistrotier, c'est quelqu'un qui boit des gens, et c'est un relais d'opinion très important. Ils ont toujours été très protégés par les pouvoirs publics pour de bonnes comme de mauvaises raisons. Ils ont eu la TVA 5,5 sous Jacques Chirac. Ils n'en ont rien fait en termes de création d'emplois. Ils ont été, par exemple, prenons les libraires. C'est important une librairie aussi pour la vie d'un pays. Et moi, je remarque que les libraires, dans le confinement, ils ont été rouverts bien après les restaurants et les bistrots. Il y a aussi peut-être des choix politiques derrière tout ça. Donc, c'est une corporation qui doit aussi prendre ses responsabilités. Moi, je retiens une chose. C'est, vous parliez de filière en tension, et Mehdi Saïdi avait le courage de dire ce que tout le monde pense tout bas, c'est que dans les cuisine et les arrière-cuisines de beaucoup d'établissements, il y a des gens qui travaillent sans papier et qui sont en situation irrégulière, devraient être en situation régulière. Ce secteur, à un moment ou à un autre, il faudrait aussi qu'il se regarde lui-même. Il a des choses à demander qui sont légitimes, mais il a aussi peut-être des efforts à faire. Pardon, vous voyez, c'est le fait d'avoir mangé au restaurant. Mais moi, je vais pas au restaurant pour le réveillon, donc je peux te dire tout ça. Ça me fait tousser. Je cours au charisme. Parce que au restaurant, je ne supporte pas quelqu'un qui mange des pop-corn aussi à côté. C'est comme au cinéma. Je mange pas de pop-corn au restaurant. A priori, on ne sert pas de pop-corn au restaurant. Petit clin d'œil sur notre évocation tout à l'heure du cinéma. Alors c'est à vous, Véronique Langlais. Les huîtres du bassin d'Arcachon interdites à la vente après des intoxications alimentaires. C'est au cœur de l'actualité. Nous vous écoutons. Voilà, alors moi c'était juste un soutien parce que c'est vrai que nos ostréiculteurs n'ont pas toujours de chance. Ils ont des huîtres absolument délicieuses. Ils ont eu récemment une grosse tempête en novembre qui a déjà eu des dégâts sur certaines exploitations, et je voulais donc apporter mon soutien aux ostréiculteurs qui n'y sont absolument pour rien dans cette décision de la préfecture qui est complètement légitime, parce qu'on se retrouve face à de nombreux empoisonnements. Des malades, des enfants notamment. Alors justement, les symptômes sont des vomissements, des diarrhées, donc il faut être vigilant quand vous êtes face à ces cas-là, puisque il faut pas se retrouver face à des déshydratations, notamment pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Mais je voulais apporter mon soutien, puisque quand j'étais petite, j'allais souvent en Vous alliez aux huîtres? J'allais au Cap Ferret. Ah oui, bien sûr. Là, c'est vraiment un gros bassin. Et mon petit clin d'œil à notre cher Joël, qui est le comédien des Petits Mouchoirs, Joël Dupuis. Oui. Donc c'était juste un soutien. Les Petits Mouchoirs, parce qu'on est quand même à 2 jours de la nouvelle année, et c'est un moment où on mange énormément d'huîtres en principe. Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, fabuleuse bande autour du bassin d'Arcachon. Réaction, là aussi, mesure importante, mais il se pose la question de l'assainissement de l'eau, Mehdi Saïdi, là. Oui, absolument. Je trouve que c'est déplorable, donc pour ceux qui les vendent, pour ceux qui les cultivent, mais malheureusement, il y a aussi une question sanitaire. Il y a aussi l'urgence sanitaire, et malheureusement, quand un choix est à faire, je pense que la préfecture, malheureusement, est dans une position
qui ne peut être autre que celle de l'interdiction, au détriment malheureusement des producteurs. Et l'eau, une nouvelle fois, encore un gros dossier, l'eau. Oui, Nicolas Corato. J'ai compris que dans ce dossier, on recherchait activement l'origine de cette toxine. Voilà, que pour l'instant, on n'arrive pas à en situer l'origine. Est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce qu'elle est d'ordre polluante ou artificielle? La deuxième piste, apparemment, est très regardée. J'espère que l'enquête pourra aller jusqu'au bout. Et puis, c'est une tragédie pour ces ostréiculteurs. Il faut rappeler aussi que pour porter une huître sur votre table, il faut plusieurs mois, voire des années. Et que lorsqu'on vous dit que votre travail de plusieurs mois, plusieurs années est à mettre à la poubelle, au-delà de l'impact économique, il y a aussi l'impact psychologique qui est terrible. Bon. Ok, merci les vraies voix. Il faut qu'on avance parce qu'il est 18h28. Merci. Il fallait oser celle-là. Et dans un instant, nous revenons sur les événements de 2023. On se retrouve. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Ah, vous allez choisir avec nous et avec les vraies voix, vous les auditeurs de Sud Radio. Retour sur l'année 2023. Ça y est, nous nous approchons de 2024. On a sélectionné quelques événements et nos vraies voix ce soir. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Madi Seydi, conseillère en communication d'influence et auteur de Françaises venues d'ailleurs. Et Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris et elle-même à Wagram dans le 17e. Merci pour la pub. Ce n'est pas de la publicité, c'est de l'information. Madame, attention, j'ai une carte de presse. Ne dites pas n'importe quoi. Donc, vous êtes là et je vous propose de revenir sur 2023 et vous allez choisir celui de ces 5 événements qui vous semblent importants. Le 10 janvier, la première ministre Elisabeth Borne présente une réforme prévoyant un report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans à l'horizon de 2030. Très impopulaire, ça ne vous aura pas échappé. Elle donne lieu donc à une mobilisation de plus de 3 mois avec des défilés dépassant 3 fois 1,2 million de personnes. Deuxième événement, le 6 octobre, l'Iranienne Narges Mohammadi devient prix Nobel de la paix pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran. Nous lui avons rendu hommage tout à l'heure avec Guy, notre auditeur, qui a choisi cet événement, donc vous ne le choisirez pas. Troisième événement, un violent tremblement de terre de magnitude 7 frappe le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre. Près de 3000 personnes périssent. Ces tremblements de terre aussi en France, également touchés par un séisme le 16 juin, un tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 qui touche le département des Deux-Sèvres. De nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Troisième événement, Dominique Bernard, 57 ans, professeur de français au collège-lycée d'Arras dans le Pas-de-Calais, est poignardé à mort dans la cour par un ancien élève de l'établissement âgé de 20 ans, fiché pour radicalisation islamiste. 3 autres personnes sont blessées dans l'attentat. Et puis, plus léger, vous l'aurez compris, au cinéma, Barbie bat des records d'entrée avec 1,36 milliard de dollars de recettes depuis sa sortie en juillet 2023. Barbie est devenu le film le plus rentable de l'année au niveau mondial. Fin août, Barbie occupait toujours la tête du box-office français avec 5,3 millions d'entrées cumulées depuis sa sortie dans les salles le 19 juillet. Voilà pour ces 5 événements évoqués en ce jour. Allez, Madi Seydi, faites votre choix. Alors pour moi, ça sera l'assassinat de Dominique Bernard, professeur donc à Arras. C'est un événement qui m'a beaucoup touchée. D'abord parce que c'était dans l'enceinte de l'école. Moi, je sais ce que je dois à l'école. L'école a été vraiment pour moi un lieu de socialisation, d'apprentissage. Je sais ce que je dois à l'école. Donc l'école, pour moi, c'est vraiment un sanctuaire. Et honnêtement, j'aurais souhaité, en tout cas j'avais espéré qu'on était loin de tous ces problèmes autour de l'école, de ces assassinats. Et il faut dire que j'ai été très choquée et touchée aussi parce que je m'étais dit que vraiment, l'école, c'est un lieu auquel on n'a pas le droit de toucher. Et les profs, c'est un boulot très difficile. Ils le font souvent avec conviction, avec beaucoup de difficultés. Les profs d'aujourd'hui sont pas ceux que moi j'ai connus. Pour faire simple, moi quand j'étais gamine, on n'avait pas le droit de dire que ma maîtresse n'était pas belle. C'était pas possible. Il y avait la parole de la maîtresse et il y avait la parole des parents. C'était simple, ce que disait la maîtresse était d'abord juste et les parents pouvaient dire aussi. Donc moi j'ai un vrai respect pour la profession, pour la parole. Parce qu'aujourd'hui les profs ils sont attendus à la sortie de l'école pour être tabassés. Par les élèves, par les parents. Et donc je trouvais que cet événement, il fallait qu'on le garde en mémoire, qu'on s'en rappelle justement pour qu'il ne pas qu'il se reproduise.
dans notre pays. Et se souvenir de Samuel Paty, de Dominique Bernard, ses professeurs. Allez, autre choix, celui de Nicolas Corato. Allez, on essaye d'être plus léger, Nicolas. Oui, alors moi j'ai pris Barbie. Ah, vous êtes un peu notre Ken ce soir. Oui, Ken avec Barbie. Je sais pas s'il faut dire j'aimerais bien. Je fais attention. Je fais attention. Je vais faire attention à ce que je dis. Alors, il se trouve que j'ai vu ce film et je pense qu'il y a, comme on le disait en aparté, plusieurs niveaux de lecture et de visionnage de ce film. Moi, j'y suis allé avec des ados très concernés par la cause féministe. Je le suis aussi, je trouve. Et je pense que n'étant pas de la même génération, je le suis peut-être différemment. Mais j'ai trouvé ça passionnant. Alors, moi, j'ai pas passé un très grand moment de cinéma. C'est sûr. Mais ça m'a posé beaucoup de questions, notamment sur le spectacle que j'ai vu dans la salle. Ouais. Et une forme d'enthousiasme dans la salle. Pas uniquement pour le film, mais pour les valeurs qu'il portait. Et l'esprit un peu chafouin que vous me connaissez n'a pas pu s'empêcher quand même de se dire que c'était aussi une énorme opération de marketing de la part de Mattel, qui a quand même construit ce personnage de Barbie qui est l'archétype de la femme objet, de la femme sexualisée. Moi, j'ai appris grâce à ce film, je m'étais jamais, parce que j'ai peu joué à la Barbie, mais je m'étais jamais fait l'idée, mais que Barbie a les pieds et sur la pointe des pieds. La poupée sur la pointe des pieds. Elle met des talons. Parce qu'elle doit porter des escarpins à talons. Comme quoi, les femmes ne peuvent pas avoir les pieds à plat pour nécessairement être dans une situation enjolivée, on va dire. Donc, je me suis dit quand même que c'était incroyable que Mattel ait réussi ce coup de force de faire de sa poupée, qui était quand même l'archétype de la femme-objet, aujourd'hui une forme de symbole de la libération de la femme. Parce que les ados avec qui vous étiez ont dit oui, c'est super au niveau du droit de la femme. Exactement, puisque cette Barbie qui est à l'écran peut être considérée par certains de nos jeunes et de moins jeunes comme une forme de femme libérée et de symbole à la liberté de la femme. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Je n'ai pas été complètement convaincu, mais c'est un film manifestement phénomène et qui, à mon avis, va devenir culte. Allez, le choix maintenant. Véronique Langlais, vous passez en dernier, donc du coup, vous avez un petit peu moins le choix. Allez-y. Oui, mais enfin, je parlais, moi, de la retraite, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Alors, en deux volets, c'est-à-dire que le premier volet, c'est que j'étais favorable vraiment à cette réforme, parce que j'estime quand même qu'il y a une évolution de l'âge de nos sociétés. On est quand même en forme relativement plus longtemps. Alors c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus pénibles, mais ce que je n'ai pas accepté, c'est le 49.3. J'ai estimé que c'était nous voler, en fait, alors que j'étais favorable à cette réforme. Et le deuxième volet, c'est tout ce qui s'est passé dans la rue. Parce que quand vous êtes à Paris, que vous défendez des commerçants, et que vous avez des commerçants qui sont pris, et je pèse mes mots, en otage par des manifestations, que vous allez visiter ces personnes qui ont subi des dégradations, des boutiques cassées, des boutiques brûlées, et que vous épongez les yeux d'un monsieur qui a eu son appartement littéralement pris en feu consécutivement à des manifestations, vous pouvez pas rester de marbre. Donc c'est quand même fou qu'on n'arrive plus à faire nos revendications sans être irrespectueux des autres. Les conséquences, elles ont été aussi sur le tourisme, puisqu'on a des touristes qui sont pas venus, sur nos commerces, puisqu'on a eu une baisse de fréquentation des commerces pendant 6 mois. À déplorer. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué quand même. Bon, très bien. Je pense toujours à Robin des Bois qui était celui qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Là, aujourd'hui, on vole aux pauvres. Bon, voilà, c'est comme ça. Dans un instant, le coup de projecteur des vraies voix. Nous allons revenir sur les JO de Paris 2024. Paris 2024, hébergement, hausse des prix. Comprenez-vous l'excès des tarifs des hôteliers pour les prochains Jeux Olympiques? Nous aurons le secrétaire général de CFE-CGC pour le syndicat HACR, la directrice d'hébergement dans l'hôtellerie qui sera avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Nous y sommes, le coup de projecteur donc des vraies voix ce soir avec Madi Saïdi, avec Véronique Langlais et avec Nicolas Corato. C'est parti, donc on va enfin évoquer, parce qu'on s'approche de 2024, les Jeux Olympiques.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront hors de prix pour les touristes. Transport, place dans les enceintes sportives et le bouquet final, les hébergements. L'association UFC Que Choisir dénonce une hausse des prix de 226%. Le prix moyen d'une nuit d'hôtel à cette période sera de 1033 €, soit 3 fois le prix normal. Tout le monde va nous dire que l'époque est difficile, qu'il faut boucler les fins de mois, certes. Qui toutefois consentira à dire que certains vont s'en mettre plein les poches, quitte à salir la réputation de notre pays. Nous vous posons la question, hashtag Paris 2024, hashtag hébergement, hashtag hausse des prix. Comprenez-vous l'excès des tarifs des hôteliers pour les prochains Jeux Olympiques? Je remercie Céline Giraud, qui est directrice d'hébergement dans l'hôtellerie et qui est secrétaire générale de CFE-CGC pour le syndicat HCR, d'être avec nous. Bonsoir Céline Giraud. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Clairement, on met un petit peu le doigt sur votre profession. Nos trois vraies voix vont intervenir, mais j'aimerais que vous nous expliquiez s'il y a une justification à cette hausse totalement folle. Alors effectivement, la hausse est énorme, mais effectivement, ce sont les principes du yield management qu'il y a dans l'hôtellerie, à savoir événement mondial, demande exceptionnelle, tarif exceptionnel. Bon, pardonnez-moi, je vais vous parler de mon cas, mais j'ai eu l'occasion de couvrir plusieurs JO. Ça a commencé à Athènes, puis Pékin, Londres, Rio et tout ça. Et j'ai vu qu'à Rio, c'est pareil, il y avait eu des prix très élevés et il y avait un peu moins de monde. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de jouer un mauvais tour à la France, qui aurait tout intérêt à accueillir un maximum de gens et dans les meilleures conditions, Céline ? Alors effectivement, il y a toujours un risque à monter les prix comme cela. Après, il y a certainement une forte demande. La capacité hôtelière, elle n'augmente pas, elle est toujours la même. Donc je suppose que c'est lié à la demande. Les hôtels doivent être presque complets pour avoir des prix aussi forts. Oui, mais enfin quand même. Alors la consultation auprès de nos auditeurs, comprenez-vous donc l'excès des tarifs des hôteliers pour les prochains Jeux Olympiques? Nos auditeurs disent non à 82%. Vous, Véronique Langlais, oui, qui êtes donc justement qui travaillait dans cette grande famille restauration, oui, etc. Quand même, c'est un peu honteux cette histoire, non. Allez-y. Alors c'est pas que c'est honteux, c'est qu'il faut savoir raison garder. Comme vous l'avez dit, à événement exceptionnel, ouais, réponse exceptionnelle, et on n'est pas sur la durée des Jeux, et ça je tenais à le dire. On est a priori sur les cérémonies d'ouverture où effectivement on demande un minimum de 2 nuitées, et par rapport aux comparaisons qui sont faites, il s'agit de comparaisons qui sont faites sur les plus basses saisons, sur la plus basse saison habituellement. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle. Et je peux rappeler aussi qu'il y a eu des réservations et notamment des prises de tarifs qui ont été faites il y a 4 ans en fait, lors de la réponse des JO, et on n'était pas du tout sur les mêmes tarifs avant Covid que maintenant. Par exemple, sur un 5 étoiles, on était à 600 €. Maintenant, même maintenant en basse saison, vous trouverez aucun 5 étoiles qui est à 600 €. Et alors, toutes les chambres ne sont pas louées, et je pense que les hôteliers réajusteront le prix. Sur ce que vous dites, reconnaissant l'opportunité unique que représentent les Jeux, les hôteliers, avec le soutien des institutions publiques à l'époque et des principales organisations professionnelles, s'étaient engagés sur un prix dit raisonnable. Des prix maximum avaient été établis pour chaque catégorie. Par exemple, de 279 € pour une chambre double dans un 4 étoiles. Mais cette grille est totalement partie en fumée. Mais c'est normal. Céline Giraud, c'est normal, comme dit Véronique Langlais ? Oui, je trouve effectivement normal, puisqu'en fait l'échéance là se rétrécit, donc en fait ce sont les dernières chambres à vendre, et effectivement elles sont beaucoup plus chères. On peut espérer que les salariés derrière, qui vont avoir une forte mobilisation, une forte implication, auront eux aussi des retombées par rapport à leur investissement sur ces Jeux Olympiques. Et pourquoi durcir les conditions de réservation? L'association qui a fait une enquête là dit que 30% des hôtels obligent à réserver plus d'une nuit. Ben oui, c'est normal.
c'est normal aussi. C'est aussi le principe du yield en fait pour essayer d'optimiser, de maximiser le chiffre d'affaires. Exactement. Bon, alors réaction, parce que on a bien compris. Non, mais je suis remontée parce que dans toutes les villes du monde, quand vous avez les JO, enfin les JO ou n'importe une Coupe du Monde, les championnats du monde, on vous oblige à prendre 2 nuitées. Enfin, c'est pas qu'à Paris pour les JO en fait. Alors je pense que Céline Giraud, dont on remercie de la disponibilité, parce que quand on l'a appelée, on lui a dit bon, on va vous taper dessus. Elle est très contente d'entendre qu'une de nos vraies voix, Véronique Langlais, la soutient bec et ongle. Qu'en pense Nicolas Corato? Moi, j'ai une réaction et puis une question à Madame la syndicaliste. D'abord, ma réaction, c'est normal parce que c'est le marché. Excusez-moi. Enfin, il faut qu'on ait un peu raison garder. C'est pas parce que c'est le marché que c'est normal. Et par ailleurs, ce marché, il est un peu biaisé parce que derrière les JO, il n'y a pas uniquement une marque et un événement. Il y a beaucoup d'argent public. Si les hôteliers aujourd'hui peuvent pratiquer ces prix et donc cette marge, c'est parce que l'État français va mettre sur l'État et la mairie de Paris notamment vont mettre sur la table plusieurs dizaines de milliards d'euros. Ces milliards d'euros, ils viennent pas de nulle part, ils viennent finalement de notre poche à nous les contribuables. Oui, et moi, je pose quand même la question de la redistribution de ce qui va s'apparenter à des super profits. On a eu la discussion sur les super profits pour l'énergie l'année dernière. On aura peut-être la même discussion sur les super profits de ceux qui auront des acteurs économiques principaux des JO. Et puis ma question, Madame la syndicaliste, c'est, j'imagine que la CFE-CGC a demandé une prime exceptionnelle pour les personnels qui travailleront au mois de juillet au JO. Allez-y, répondez Céline, allez-y. Exactement, c'est ce que je disais précédemment. Voilà, l'implication et la mobilisation des salariés qui vont avoir des heures supplémentaires, des jours de repos en moins, elle sera valorisée. La prime de valeur ajoutée, elle a tout lieu d'être là au moment où ils feront les comptes et où ils auront leur chiffre d'affaires. Mais au-delà de la prime sur valeur ajoutée qui existe déjà, est-ce que vous demandez une prime JO pour les personnels de votre secteur, de votre branche? Bien sûr. Bon. Et est-ce qu'on parle de l'augmentation de la taxe de séjour de 200%? On en parle de ça ou pas? Bon, parce qu'il y a aussi cette augmentation, c'est ce que vous dites, Véronique Langlais. D'accord, très bien. Alors, Madi Saïdi, le problème, c'est qu'il n'y a pas en plus que cela. Il y a aussi les transports, tout augmente. Oui, il va y avoir 16 millions de touristes qui vont venir et qui vont se dire la France, c'est pourri. Oui, et je pense que ces 16 millions, c'est approximatif. Moi, je pense qu'on aura beaucoup moins. En réalité, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre cette augmentation des prix. Et malgré tout ce qui a été dit ici, je pense qu'on est un petit peu hors sol. Il y a aussi la réalité économique qui est telle. Je suis désolée, mais venir à Paris aujourd'hui, le Paris d'aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité. Il y a des risques d'attentats. Mais il y a des rats Paris, quand même. C'est crade. Il y a des rats. C'est bien. Voilà, Véronique, vous perdez la raison, Véronique On vient à Paris Langlais. pour toutes les emmerdes du monde. Et effectivement, c'est pas seulement l'hébergement. Les transports, ça va être terrible. On nous annonce déjà un prix du ticket à un prix juste hallucinant. Moi, je crains que tous ces prix fassent en sorte que finalement les gens ne viennent pas. Reviennent pas. Alors justement, nous avons au 0826 300 300 notre auditeur Guy qui habite Paris, rappelons-le. Guy, vous êtes parisien, vous êtes un peu honteux de vous dire que les hôteliers vont faire un petit peu la peau des pauvres touristes ou pas? C'est votre état d'esprit ou pas? Je ne suis pas honteux parce que je suis révolté. C'est encore plus fort, allez-y. Oui. Merci Monsieur Nicolas, merci Madame Madi et Madame pour vos interprétations. Non, moi ça me choque. Ça me choque. Quand on accueille, surtout des pays, là, principalement des pays d'Europe qui vont venir, quand on accueille, on ne se comporte pas de cette façon. Moi, j'ai été mon propre patron, chef d'entreprise toute ma vie, dans différents domaines, ingénierie, dans les commerces, dans l'artisanat, etc. Jamais je me serais permis de faire une chose pareille. Qu'il y ait une légère augmentation, je veux bien, mais pas à ce niveau. D'autant plus qu'on ne présente pas un beau spectacle. Quand vous circulez dans Paris, c'est truffé de travaux. Oui, moi, je suis très malvoyante, quasiment aveugle. Je me suis perdu quelquefois dans des travaux, notamment Place d'Italie. L'année dernière, au moment de la Saint-Sylvestre, je me suis perdu dans la Place d'Italie. Pendant 3/4 d'heure, j'ai tourné. J'ai été sorti par 2 personnes parce que j'étais complètement égaré. Bien, donc quand on offre ce paysage de Paris qui est sale, la saleté dans Paris, et pas que dans Paris, dans toutes les autres villes de France, c'est pareil. La saleté, la crasse.
les travaux qui durent depuis des années. Oui, c'est vrai, parce qu'on pourrait dire, Guy, qu'il y a des travaux pour les JO, mais c'est pas que pour les JO, vous avez raison. Eh ben, je me demande où sont les ouvriers. Bien souvent, je vois pendant des endroits. Où sont les ouvriers? Moi, embauchons des ouvriers. Là, on fera du fric. Là, on permettra à des gens d'avoir du travail. Donc moi, ça me révolte. Je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Bon, très intéressant. C'est pas de l'accueil. C'est pas bon du tout, et c'est une très mauvaise image pour la France. Alors, on les attend. C'est comme si on les attendait avec un fusil pour. Oui, voilà, ça fait un peu ça. Alors donc, revenons avec Céline Giraud, je le rappelle, qui est avec nous, qui est directrice d'hébergement dans l'hôtellerie et qui représente le syndicat des hôteliers CFE, CGC, pas que les hôteliers, d'ailleurs, restauration, etc., etc. Moi, je vais vous dire, Céline, j'ai été journaliste ayant couvert plusieurs JO, et ce qui me donne l'idée d'un événement magnifique, c'est son universalité. Et effectivement, certains Scandinaves dont le rapport monétaire par rapport à nos prix ne pose aucun souci vont venir, que des Japonais aussi, des Sud-Coréens, mais d'autres pays, par exemple, je pense aux supporters de pays un petit peu plus pauvres en Europe, par exemple la Serbie, qui veulent venir en France, c'est injouable. Et donc il y a un moment où il faut penser aussi à cette magie, Céline Giraud. Oui, je comprends. Après, à un moment donné, les hôteliers, au prix où ils pratiquent, s'ils ne remplissent pas leur chambre, eh ben, les prix vont rebaisser. Exactement. Mais ça, là, ça dépasse un petit peu mon champ, moi, de compétences et d'application, malheureusement. D'accord. Et j'ai pris volontairement l'exemple de la Serbie. On ne pourra pas m'accuser de faire du prosélytisme puisque ma belle famille est serbe. Voilà, allez-y, Véronique Langlais. Moi, je veux juste te dire, parce qu'on vous, les Anglais, il n'y a pas de problème. Non, c'est un jeu de mots, c'est très drôle. Allez-y, Véronique Langlais, allez-y. Non, mais je voulais juste te dire quelque chose. On est là à les accuser de tous les maux sans prendre en compte ce que j'ai dit précédemment par rapport au coût, en fait. Quand vous allez, personne, ça va peut-être rien dire à personne, mais quand vous allez au CIRA à Lyon ou au CIAL, on prend pas en compte, il y a des hausses aussi. Vous allez prendre une chambre d'hôtel, vous partez sur des chambres qui sont doublées par rapport à un prix normal. C'est quoi, ce sont des salons, des événements, c'est ça? C'est des salles professionnelles. Quand vous avez le salon du Bourget, vous avez les chambres d'hôtel dans la périphérie de Paris qui doublent aussi. Donc il faut quand même raison garder et arrêter de les acculer. Il y a des abus, certes, mais il ne faut pas généraliser. Merci beaucoup à vous, Céline Giraud, pour... vous voyez, ça s'est pas trop mal passé. Bon, mais c'est vrai que quand même... Si vous pouvez quand même éviter la hausse des prix, c'est vrai que ça fait désordre. Puis on a bien entendu la prime, on a bien... On veut la prime. Merci les vraies voix. Tout de suite, comme chaque jeudi, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet et l'ami Philippe David. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet